Ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions. Chers amis de la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise, nous vous remercions pour votre fidélité sur notre radio. Nous remercions nos auditeurs qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, au Congo-Brazzaville, Sénégal, Maroc, Chine, Japon, l'Arabie Saoudite, Syrie, ainsi que ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous allons continuer la lecture de notre document confidentiel sur la bochisation, les affaires du beach, les affaires du 4 mars et l'accident ferroviaire de Mvunguti. C'est la 6e partie. Extermination et assassinat de masse dans les pays du Niari, le Poul et chez les Téké. L'accident ferroviaire de Mvunguti et la tuerie de masse des ressortissants des pays du Niari. Le 5 septembre 1991, un accident ferroviaire entre un train de passagers et un train de marchandises occasionnant plus de 100 morts et plus de 300 blessés s'est produit au Congo. Non loin de la gare de Mvunguti, proche de Dolizy. Sur cette ligne ferrée qui achemine vers le port de Pointe-Noire du minerai de manganèse provenant du gisement de Mwanda, exploité par la Comilog au Gabon. C'est alors que le Gabon et la Comilog suspendent le transport sur la ligne congolaise et les travailleurs congolais du CFCO, pour l'écrasante majorité, sont licenciés. Malgré plusieurs démarches, les parents des victimes décédées et des blessés, dont un bon nombre a déjà quitté ce monde, n'ont jamais été indemnisés. La presque totalité des victimes
est constitué des citoyens originaires des pays du Niari. Et Sassou, une fois revenu au pouvoir, a tout fait pour enterrer ce dossier. Éloigner qui se considèrent des victimes de cet accident. Dans le compte rendu qu'il a fait à l'occasion du 17e anniversaire de cet accident, le 5 septembre 2008, Patrice Loubello, domicilié à Pointe-Noire et président de l'association des parents des victimes de Mvunguti, a dit: mon avant-dernier séjour à Brazzaville auprès des autorités remonte à la période d'avril à septembre 2006. Je ne voulais pas repartir tant que je n'avais pas été reçu par le Premier ministre Isidore Mvoba, qui pouvait m'expliquer ce qu'est devenu le chèque de 1,2 milliard de francs CFA du 10 juin 2005 en provenance de Comilog, Gabon. On n'a toujours pas de réponse à ce jour. On a soutenu que c'est le Premier ministre du Congo, accompagné du ministre en charge du dossier, qui s'était rendu à l'époque à Libreville pour toucher ce chèque. Cette somme, au dire des uns et des autres, avait atterri dans les escarcelles des tenants du pouvoir de Brazzaville. D'ailleurs, dans l'esprit de M. Sassou, il n'était pas question de donner le moindre centime aux ressortissants du Nibolek. Affamer ceux-ci et les laisser mourir à petit feu. Tels étaient ses buts poursuivis dans cette affaire. Comme dans bien d'autres, car autrement il n'est pas pensable que plus d'1 milliard versé par la Comilog ne puisse pas revenir aux travailleurs congolais de Comilog et aux parents des victimes de cet accident. Du point de vue de l'origine de l'accident, le ministre des Transports du gouvernement Mulongo, Jacques Okoko, avait pointé fermement la main noire, c'est-à-dire Sassou et son clan. Ces derniers avaient intérêt à réaliser volontairement cet accident grave pour deux raisons principales. Provoquer la fin du pouvoir de la transition Mulongo, qui avait commencé à mettre en exécution les actes de la conférence nationale et à préparer les élections. Et les élections présidentielles de 1992 ont bien confirmé les craintes de Sassou, puisqu'il a été bien battu à plate couture, alors qu'il était président de la République. Il n'était même pas arrivé au deuxième tour. Donc, pour Sassou, pas question d'aller aux élections. Ensuite, dans l'esprit de Sassou et de son clan, les passagers de ce train ne pouvant être que des ressortissants originaires des Éténies du pays du Niari, qui sont, selon lui, opposés à son retour au pouvoir, méritaient bien ce sort dans la stratégie de l'extermination des autres Éténies par le clan Sassou. Les massacres et razzias commis par le clan Sassou lors de la guerre de 1998 dans les pays du Niari et du Poul. L'appel de M. Sassou du 31 décembre 1998. Dans son ouvrage Afrique pillage à huis clos, Xavier Harel écrit à la page 91: en 1998, le nouveau pouvoir se livre à une véritable épuration ethnique dans le sud du pays. Dans la capitale, les quartiers des Bakongo et des Makelekele, réputés hostiles au régime de Sassou, sont pilonnés à l'arme lourde. Les forces gouvernementales se livrent à un véritable nettoyage ethnique des quartiers sud de Brazzaville,
et du reste du pays. Les régions du Poul, du Niari, de la Lekumu et de la Bouinda sont mises à feu et à sang. Un témoin oculaire des exactions à Sibiti, par exemple, raconte ainsi de la guerre civile imposée par les forces de M. Sassou Nguesso, fin 97-98. On nous poussait vers la forêt. Quand les forces gouvernementales venaient, elles faisaient du porte-à-porte pour exécuter les garçons. On était obligé de fuir. Le témoin ajoute: en 1999, le combat a continué. En juin, précisément le 16 juin 1999, Sassou et son état-major ont envoyé des hélicoptères à Sibiti pour bombarder la population. On a dû enterrer du monde dans des fosses communes. Selon les experts, le nombre de morts pour l'ensemble de ces régions est chiffré à plus de 15 000 morts. Conséquence de ces actions barbares, de milliers de Congolais trouvent refuge entre autres en République démocratique du Congo. Le 31 décembre 1998 intervient un élément capital qui explique la grande fonte des Lari et des Nibolek du XXe siècle. Il s'agit du message de fin d'année de M. Denis Sassou Nguesso, d'où l'on extrait le passage suivant: véritable grand piège du siècle. Mes chers compatriotes, au regard de la gravité de la situation et de la profondeur des blessures causées par les atrocités de cette guerre, je m'incline une fois de plus au nom de la République devant la mémoire de toutes les victimes. Je m'associe de tout cœur à la douleur des familles éprouvées. J'en appelle une fois encore à la prise de conscience patriotique et au ressaisissement de tous ces jeunes gens afin d'épargner au peuple innocent un martyr supplémentaire. Je les invite à déposer les armes et à mettre leur énergie au service du bien collectif. Je tiens à rappeler que le gouvernement avait en son temps pris l'engagement de ne rien entreprendre contre ceux des jeunes qui remettraient volontairement les armes qu'ils détiennent. Cet engagement reste entièrement valable. Et puis, s'adressant spécialement au milieu des réfugiés exilés en RDC, au Gabon et en Europe, le président dictateur Denis Sassou Nguesso lance cet appel vibrant. Aux compatriotes innocents que les violences ont poussés vers l'exil, je demande tout simplement de regagner le Congo, notre chère et commune patrie, afin de participer à sa reconstruction. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que le Congo ne saurait se reconstruire sans l'apport de tous. Je l'ai dit et je le répète une fois encore, mon engagement pour la réconciliation nationale est irréductible. Mon combat pour la paix et la liberté est inaltérable. C'est le message écrit par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Les disparus du Beach et d'autres lieux d'avril 1999 à janvier 2000. De Mbanza-Ngungu en RDC au Beach de Brazzaville. C'est donc exclusivement en considération de cet engagement solennel de M. Denis Sassou Nguesso que les citoyens de Brazzaville et des pays du Niari ayant trouvé refuge en RDC décident les premiers de regagner la mère patrie le 28 avril et 4 mai 1999. Dans quelles conditions? Dans cette perspective est signé le 14 avril 1999 un accord tripartite entre les deux Congos et le HCR pour organiser le rapatriement volontaire des Brazzavillois.
D'abord, par train à partir des lieux de refuge au beach Ngobila de Kinshasa, puis au beach de Brazzaville, avec comme finalité de regagner leur domicile respectif. Xavier Harel souligne à ce sujet, page 91, des milliers de personnes du Congo-Brazzaville acceptent de rentrer à Brazzaville par son port fluvial. Le beach. Denis Sassou Nguesso a lancé un vibrant appel radio-télévisé pour garantir qu'il ne leur serait fait aucun mal. Une garantie confirmée par la participation du HCR. Ce qui s'est passé au port fluvial de Brazzaville pour ces réfugiés qui avaient des sauf-conduits du HCR est terrifiant et nous rappelle sans conteste des pratiques nazies. Il y a eu au départ 2 trains placés sous haute surveillance policière de la Direction générale de migration de la RDC. Parti de Mbanza-Ngungu, RDC, le 28 avril et 4 mai 1999 pour le beach Ngobila de Kinshasa. En passant par la gare Kasangulu, il était fortement interdit aux passagers de sortir du train. L'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa, Roger Okula, supervisait en personne l'opération depuis les sites. Le premier train a quitté Mbanza-Ngungu le 28 avril 1999 à 8 heures, avec plus de 1800 voyageurs à bord. Le deuxième train qui a quitté le site le 4 mai avait beaucoup moins de passagers, aux environs de 1000. Car les échos des enlèvements et disparitions au beach de Brazzaville, à l'occasion du premier convoi, avaient franchi les barrières des sites des réfugiés, notamment en Mbanza-Ngungu, d'où le refus de beaucoup d'autres d'aller à la mort. Ces trains finalement rappellent ceux des nazis qui amenaient des convois à la mort. Les enlèvements et disparitions au beach de Brazzaville. Xavier Harel, dans son livre précité, s'appuyant particulièrement sur les rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme et des témoignages poignants, a reproduit ces faits macabres en pages 91, 92 et 93. Torture, corps brûlé, victime attachée à une barre de fer, puis jetée dans le fleuve. Ou même enterré vivant, assassiné par balle. D'autres victimes jetées au feu étaient dans le coma, soit du fait de la maladie, soit des tortures, soit simplement de la faim. Nombreux sont ceux des Congolais travaillant dans les locaux de la présidence de la République qui ont fait état, durant toute la période de mai 1999, de la présence de fumée importante et d'une odeur nauséabonde à l'extérieur et à proximité du fleuve. C'était le résultat de certains de corps brûlés, de brasiers. La machination était bien pensée, bien conçue, dans un plan théorique d'exécution en masse de toute une population, caractéristique typique du crime contre l'humanité. Et le message du chef de l'État du 31 décembre 1998, expression d'une opération bien réfléchie et conçue d'avance, n'était qu'une boîte à trappe. On a déjà indiqué le rôle de l'ambassadeur Okula dès le départ en Mbanza-Ngungu. Puis dans le bateau qui transporte les réfugiés de Kinshasa à Brazzaville. Sassou, Jean-Dominique Okemba et Ndengue avaient planqué un informateur
qui avait pour mission de dénicher des suspects. C'est Monsieur Sita Banziri, Yvan, résident lui-même à Bakongo. Au procès de Brazzaville de 2005, retransmis à la radio et à la télévision, on a entendu la déposition éclatante suivante d'un témoin ayant pris part au deuxième convoi, à titre d'exemple de ce qui s'est passé au beach de Brazzaville à partir de l'arrivée de réfugiés. Le 4 mai 1999, j'avais à ma charge 6 enfants et moi-même j'étais la 7e personne de mon groupe. C'est la liste officielle que nous avons déposée au ACR à Banzangongo, RDC. Les enfants, c'était Arnaud Bischoff, Aimé, enfant, Justin, Constant et moi-même, le 7e. Nous avons pris la décision de rentrer à Brazzaville sous l'invitation de M. Denis Sassou Nguesso. C'est le capitaine Oko qui nous avait convoyés de Kinshasa à Brazzaville. Au beach de Brazzaville, il y avait également le colonel Alakwa, le lieutenant Okwere, le commandant Elenga, le commandant Atipo Jean-Mathieu, le lieutenant Okwele Saturnin, le sergent Brice qui au moment de fait habitait dans la rue Makotipoko, le lieutenant Okana, le ministre Opimba et un certain Vital Bakana. Au but de Brazzaville, nous avons été accueillis par le ministre Opimba. Il nous a souhaité la bienvenue tout en nous rassurant que chacun devait rentrer chez soi. Mais avant, a-t-il dit, il y a des simples formalités de police à remplir. Ce qui va se produire selon ce témoin clé est tout à fait le contraire de ce qui avait été dit officiellement par le ministre Opimba. Cette partie civile au procès de Brazzaville poursuit ainsi son témoignage. Après, on va procéder au triage. Nous étions mis en rang, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On nous faisait rentrer dans une salle et de là, on nous demandait de nous dépouiller de nos chemises et pantalons afin de rechercher certaines traces. Tout ce qui avait des traces était retenu dans le salon. Comme j'avais une cicatrice à la main gauche, j'étais retenu dans la salle. Dans cette salle, il y avait quelqu'un qui nous enregistrait. Au moment où je devais aller m'asseoir en entendant qu'on vienne me prendre, quelqu'un a surgi et m'a intimé lors de sortir en me disant « Qu'est-ce que je faisais là ?» Quand j'ai dit que j'attendais ma famille, il m'a dit « Va-t'en » et je suis sorti. J'attendais le sort des enfants dehors. Je les regardais à travers les vitrines jusqu'à ce que ce jour, je ne les ai plus revus. Était-il resté les bras croisés par la suite? Non. Ce témoin dit à ce propos: nous sommes allés à la gendarmerie, à la DCRM, mais les recherches sont demeurées vaines. C'est le jeudi 20 mai que mon grand frère va m'annoncer qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'une personne qui a échappé à la mort en fuyant est sortie et se trouvait actuellement à l'hôpital. Elle a fait le récit de la manière dont les autres ont été tués. Cette personne nous a fait le récit suivant. Après vous, vers 22 heures, les personnes retenues étaient mises dans un bus de marque Yas de couleur blanche. On leur a demandé de se dépouiller de leurs habits. Cette personne a ajouté: vos enfants avaient proclamé leur innocence en disant même que leur maman travaille avec
Madame Sassou. Ils étaient amenés derrière l'ancien palais du peuple, vers le fleuve. On les mettait deux par deux pour les exécuter. Il y avait les enfants Chiluemba, les enfants Bouikassa, les enfants Mabanza. Il y avait aussi l'enfant de Mayuma, Balula. Ils étaient au nombre de 36 et on va les exécuter. Le chef de l'exécution va passer pour se rendre compte qu'ils étaient effectivement morts. Il donnait un coup pour se rassurer. Ces corps avaient été brûlés par les punais. Les gens de Bakongo avaient bien vu la fumée le lundi 18 mai et les gens se demandaient qu'est-ce qu'on brûlait là-bas. Il y avait une fumée noire. Le témoin avait alors terminé ainsi sa déposition. Au beach, les enfants avaient reconnu tonton Vital. Au beach, il y avait un militaire le nommé Okabandé. Quelques jours après, je l'avais croisé. Je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'il avait mis les gens qu'ils avaient arrêtés au beach. Il va me répondre que c'était un secret militaire. Au total, au procès public de Brazzaville de 2005, retransmis en direct, la cour criminelle a identifié un peu plus de 80 jeunes gens enlevés au beach de Brazzaville et qui ont disparu depuis. Leurs corps n'ont jamais été remis à leur famille, alors que jusqu'à la tenue du procès, le clan Sassou niait à corps et à cri la réalité des disparus de l'embarcadeur de Brazzaville et d'autres lieux en avril, mai et juin 1999. Parmi les disparus identifiés à l'audience publique de la cour criminelle de Brazzaville, retransmis en direct, on peut citer ces disparus qui ont été identifiés par l'ONU et dont la liste est produite ci-après. Première liste des cas transmis par le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires au Congo-Brazzaville, suite à la 75e session. Badela Régis, Bakamba Fwakoyo Joseph, Banzouzi Blaise Syriac, Batantou Christian, Batantou Fouki Tadès Florian, Bengele Omer, Bengele Eric, Bindika Marcel, Vinyakunu Sikabaka, Bitemo Hervé Rodrigue, Bitsindu Bertrand Judas, Bitindu Mesmer Rodrigue, Biyuri Léandre, Bizamatondo Gladys, Bouesso Christian, Boukadia Rodrigue, Boukaka Noël, Boueba Guy, Diazabakana Sinclair Lionel Armel, Ebali Joseph, Ifulidjouma Estève, Kodila Claus Adonis Ran, Kebadio Jean-Pierre, Kibamba Brice Anissé, Kibongi Misamou Philippe, Kimbembe Wilfran Arnaud Saturnin, Koutonda Kabarika Patrick, Luamba Didier Émile, Loubaye Ruffin Francis Alfred, Lumouamou Fabien, Luyindulu Nzongo Dazor Expédie, Luzolo Faustin, Makundu Gautron, Malanda Aimé Didier, Malanda Aimé Didier, Malanda Séverine Junior, Mamonibwana Amat René, Mandedi Sefas, Masamba Manono Karel, Masamba Nkunku Igor Ilorich, Matondo Bienvenu Judy Kael, Bazumuna Clotaire, Boaka Bambi Dan Valère, Boukou Jérôme Dieudonné, Mienarata Himbassa Fortuné, Milandu Wa Milandu, Milongo Jean-Claude, Misele Pierre, Mwanga Bertin, Mwanga Jean de Vergès, Mwanga Auguste, Mukayulu Rodolphe Thibault, Mukami Amédée Pierre, Munga Ladjo Thomas, Moussayandi Eli Didier, Moutondia Fortuné Jean-Frédy,
Mvoenje Samba Parfait Turbis, Voula Frédéric Symphorien, Ndandou Joseph, Doudi Jean Dublaise, Mfundu Brice Duval, Ngoma Guy Arstide, Ngama Percy Ruth Geoffrey, Ngie André, Nyamankesi Djekete, Katougi Ndolo Fabrice, Nkodja Edgar, Konda Jourdain Rostand, Nkukanyoka Fernand, Nouani Roland Stanislas, Nsangu Fortuné Distel, Peleka Fabien, Samba Roland, Samba Damas, Samba Nkuka Ngod Sévérin, Sita Blaise, Taleno Lafont Syriac, Tuluemba Prince Teddy, Tuluemba Steve. Source: l'affaire des disparus du Beach, page 58. Les témoignages poignants du collectif des militaires, gendarmes et policiers alors chargés des exécutions sommaires des exilés et autres sous ordre du clan Sassou. Depuis le début de cette année 2015, un collectif de plus d'une cinquantaine d'officiers et sous-officiers aujourd'hui en exil en Afrique de l'Ouest, au Canada, aux USA et en Europe, en accord avec un plus grand nombre en activité ici au pays ou en situation de retraite, vient de déposer au siège d'une représentation locale ACR un document témoignage sur les atrocités du Congo, notamment celle du Beach. Ces officiers et sous-officiers ont travaillé des mois durant pour aboutir à ce résultat. Un nombre non négligeable de ces officiers et sous-officiers, tous Mboshi, Makwa et Likwala, ont participé personnellement d'avril 1999 à janvier 2000 aux actions d'enlèvement et des exécutions sommaires des réfugiés congolais originaires du pôle en provenance de la RDC. Ils ont agi pareillement à l'endroit de certains compatriotes nibbolais et d'autres citoyens enlevés de leur domicile au cours de la même période sur instruction de M. Sassou et des siens. Auparavant, certains de ces officiers et sous-officiers ont évolué à Owando devant l'affaire Onga, puis en rapport avec l'affaire du Tipoy. Devant la disparition à tour de rôle de certains de leurs collègues, acteurs de ces tragédies, ces officiers tiennent à ne plus continuer à porter un secret aussi lourd alors que les commanditaires de ces actions violentes continuent à faire des fêtes et à s'enrichir sur leur dos. Ils disent en effet dans l'introduction de ce document témoignage: de nombreux militaires, gendarmes et policiers sont entrés dans la force publique par vocation. Ils avaient l'ambition de défendre l'intégrité du territoire national, de servir la République conformément à la Constitution et aux principes déontologiques régissant toutes les armées républicaines. Soldats du peuple, nous devions protéger les citoyens et défendre leurs droits souverains, ajoute-t-il. Or, au vu de ce que le clan Sassou leur a imposé, il précise aujourd'hui: nous ne savions pas qu'à la suite de certains phénomènes dialectiques qui devaient entre autres changer le cours de notre histoire, nous serons ramenés vers les tribus et les régions pour devenir par la suite les bras armés des personnalités politiques voulant se hisser au pouvoir ou se maintenir indéfiniment au mépris de la Constitution et des principes démocratiques adoptés par le peuple et auxquels nous serons dévoués sur des bases tribalo, régionalistes ou par cupidité. Ils renchérissent ainsi: c'est pour toutes ces raisons que notre collectif, qui se veut présentement le porte-parole des militaires, des gendarmes et des policiers, constituant tous la force publique nationale, c'est-à-dire sans connotation ethnique, vient dire au peuple toute la vérité sur les directives de la hiérarchie politique et militaire pendant les événements tragiques intervenus dans notre pays ces dernières décennies. Pourquoi cette démarche explosive? Le collectif s'explique ainsi. Nous, militaires, ayant compris que pour conserver le pouvoir et disposer de la maîtrise des richesses nationales, des politiques sont prêts à commettre de nouveaux crimes odieux, non seulement dans les rangs de leurs ennemis politiques, mais aussi et parmi leurs partenaires.
C'est ainsi que nous autres, nous comptons parmi les futures victimes de leurs ambitions et de leurs ingratitudes, comme le sont aussi des militaires et des cadres civils émérites, dont la contribution pour leur accession au pouvoir avait été déterminante. Un des exemples types est celui concernant le sort fait aux officiers et cadres civils de la Lukwala. Nous savons tous, pour en avoir été témoins oculaires, que les guerres civiles que Sassou a imposées au peuple en 1997 et en 1998 ont été gagnées par lui, grâce principalement aux officiers, chefs de guerre et dirigeants politiques originaires de la Lukwala. Il s'agit en particulier des généraux Yves Mutando, Léonard Essongo, Gilbert Mukoki, du colonel Mukoki, du chef de guerre Jean-Marie Tassoua, alias Général Diap, d'Ambroise Noumazalaï, alors secrétaire général du PCT, dirigeant la majorité présidentielle qui avait en charge la direction de tout le champ politique. Tandis qu'à l'extérieur, l'ambassadeur au Mozambique, Emilienne Botoka, et l'ancien ministre Mamadou Camara Dekamo étaient à la manette. Rares parmi les Mboshi proches de Sassou, on pouvait dénicher ceux qui pouvaient accomplir les tâches monumentales assumées par ceux-là, tant dans le domaine militaire que sur le plan politique. Que sont-ils devenus? Motando et Noumazalaï sont morts, empoisonnés par les soins de Sassou. Emilienne Botoka et Tassoua Jean-Marie sont dans un état de santé très préoccupant. Et Songo a été envoyé par Sassou sur le terrain chaud de la RCA en espérant qu'il en crève. Le général Mukoki, qui aurait dû être logiquement le chef d'état-major, a été expédié à la gendarmerie, avant de se faire balader de strapotins ministériels créés de toutes pièces à poste ministériel DPC. Pendant ces guerres, on n'a pas vu sur le terrain les Jean-Dominique Okemba, les Ndenge, les Moko Hilaire, les Ngakala, les Olesongo et tout ce qui leur ressemble. Par contre, les cadres Mboshi qui s'étaient distingués à ces occasions ont connu des situations dramatiques. Il en est ainsi du sort fait par Sassou au général Adoua Blaise, qui était à l'époque de l'affaire du Beach le directeur général de la garde présidentielle, ainsi qu'à certains de ses collaborateurs immédiats. Ce qui conduit le collectif des militaires à écrire: le 14 avril 2013, les autorités congolaises portaient à la connaissance de notre peuple le décès du général Adoua Blaise. Contrairement à tous ceux de la nomenclature dont les décès étaient toujours annoncés à partir d'un grand hôpital parisien, pour l'ancien commandant du groupement de la garde républicaine et directeur de la sécurité d'un président de la République, le communiqué précisait qu'il était mort au Maroc. Mais comme si dans un milieu occulte, le sort du général Adoua avait déjà été scellé. Cette annonce officielle avait été précédée à 3 reprises de rumeurs de son décès, sortant toujours des milieux proches du pouvoir. Pour tous les militaires, anciens collaborateurs, parents et amis ayant suivi la dégradation de l'état de santé de cet officier général, nous disons que le général Adoua Blaise avait été empoisonné. Malgré les efforts multiples déployés par tous pour l'aider à recouvrer la santé, aucun traitement de la médecine moderne ou traditionnelle n'était arrivé à bout de cette pathologie indéfinissable. En le disant, nous faisons référence à des événements précurseurs et déclencheurs de cette affaire.
et le collectif des officiers et sous-officiers se met à égrener une série de faits qui sous-entendent leur thèse dans les termes éclairants ainsi formulés. La guerre du 5 juin 1997 a révélé en ce général un militaire de talent. Il a contribué à ramener au pouvoir Sassou Nguesso. Très actif pendant celle du 18 décembre 1998, le général Adoua Blaise occupera les positions de pointe dans les combats. Dès ce moment, il était pointé par les parents de Sassou avec lesquels ses rapports étaient devenus tendus. Toutes ses activités étaient vues à la loupe. Il en parlait souvent à ceux qui lui étaient très proches en disant « Je suis emmerdé par les cancres du patron ». Depuis qu'une procédure avait été ouverte en France dans le cadre des massacres du Beach de Brazzaville, un phénomène curieux s'est produit dans les rangs du groupement de la garde républicaine dite présidentielle. Des morts en cascade y sont enregistrés. En moins de 2 mois, l'état-major du groupement de la garde républicaine dite présidentielle a disparu. Le général Adoua Blaise et ses 2 adjoints sont morts dans des circonstances curieuses. Il s'agit du général Avoukou Emmanuel et du colonel Tati Guy, morts foudroyés par une crise cardiaque. Tandis que le général Adoua Blaise est mort d'une pathologie indéfinissable. Des officiers et militaires autrefois sous le commandement du général Adoua sont morts dans l'anonymat des cérémonies non officielles. Plusieurs autres souffrent des pathologies curieuses. Le document du collectif des officiers et sous-officiers poursuit ainsi la relation des signes inquiétants. Le procès sous l'affaire du Beach de Brazzaville en juin 2005 surprenait tout le monde. Il n'était attendu par aucune autorité, et moins encore par les militaires. Les dirigeants congolais, après avoir nié pendant des années les arrestations et les massacres du Beach, se trouvaient dans l'obligation de les reconnaître. Le commandement, sur instruction des personnalités politiques, avait imposé une omerta sur tout ce qui s'était passé en opération. Il garantissait des promotions et une totale impunité à tous les personnels de la force publique et même aux miliciens autrefois en opération dans les régions, le couloir humanitaire et au Beach de Brazzaville. Mais des années après, répondant aux pressions de la communauté internationale, le gouvernement congolais acceptait l'inculpation de plusieurs officiers généraux supérieurs, dont le général Adoua Blaise. Ironie du sort, des généraux de forces armées congolaises, tels des vulgaires bandits, étaient traînés devant une cour en même temps et sur les mêmes bancs que des criminels notoires, membres des milices privées pour répondre des crimes imprescriptibles devant une cour criminelle. Pour sauver leur virginité supposée, ceux qui avaient été ramenés au pouvoir et desquels les militaires recevaient les ordres pendant les guerres et toutes les opérations, dont celle du Beach de Brazzaville, demandaient aux officiers généraux et supérieurs d'accepter de passer un séjour en prison pour quelques mois. Ils garantissaient une amnistie générale avec réhabilitation dans leurs fonctions antérieures. Mais ces derniers avaient refusé ce deal honteux et félon. N'empêche que, pour le commun des Congolais, tous les officiers inculpés, bien qu'acquittés, resteraient des coupables. Le jour où Dieu, par les voies qui sont de son pouvoir, mettrait fin au mandat de Sassou, tous ces officiers se retrouvaient devant une juridiction. Mais cette fois,
il partirait de la maison d'arrêt. Le document du collectif poursuit ainsi sa relation des faits. Le département d'État américain aux droits humains dispose d'un volumineux dossier sur les massacres commis au Congo par des hommes au pouvoir. Au niveau de l'ONU, une délégation a séjourné à Brazzaville courant 2011. Dans ses conclusions, elle a entre autres imposé au pouvoir congolais de rendre les corps des victimes aux parents. Cela veut dire que de tous côtés, les militaires et des hommes au pouvoir sont attendus à des tournants judiciaires. C'est un rendez-vous incontournable, même au niveau du Congo. C'est pour toutes ces raisons que nous assistons à cette cascade de morts au niveau des unités, autrefois en opération politico-militaire dans les régions, au beach et dans le couloir humanitaire. La mort du général Adoua Blaise, celle du général Avoukou, celle du colonel Tatigui et celle de nombreux autres officiers et militaires confortent nos soupçons sur un programme d'empoisonnement mis en marche depuis des officines occultes du pouvoir de Sassou. Pour éviter que des officiers et sous-officiers débarrassés des contraintes subjectives témoignent un jour contre eux, les commanditaires de tous ces crimes nettoient le plancher afin de faire taire à jamais certains de ceux qui pourraient parler. Tous ceux qui occupaient des fonctions sensibles et qui savaient des choses sur les crimes et autres actions criminelles du pouvoir sont en danger, à moins qu'ils ne soient déjà morts. Citons entre autres cas celui du doyen des juges Patrice Zoala, qui avait commis le crime d'avoir renvoyé les généraux et les autres devant la cour criminelle, ou celui du ministre Gérard Bichindou, qui avait dans le domaine présidentiel enjambé de nombreux cadavres alors qu'il était à la vaine recherche de son parent réfugié en RDC. Mais disparu depuis son enlèvement au beach, lequel Gérard Bichindou par ailleurs et selon le rumeur parvenu au Congo avait dit à la gendarmerie de Paris qu'il avait interpellé à son hôtel de passage au sujet de l'affaire du beach. Il y a au Congo ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont du pouvoir. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Se fondant alors sous ces menaces programmées de disparition massive des témoins oculaires des divers massacres, le collectif des officiers et sous-officiers a pris la décision que voici. Pour que plus jamais des Congolais ne soient arrêtés, torturés et assassinés, et que leurs corps ne finissent calcinés dans des brasiers, ni jetés dans les eaux du fleuve ou abandonnés dans la brousse, jusqu'à putréfaction totale, et que par la suite des officiers repentis ne trouvent la mort dans des conditions non élucidées. Nous, militaires, gendarmes, policiers, membres du collectif des officiers et sous-officiers, et au nom de tous les militaires du Congo-Brazzaville, toutes formations confondues, avons pris la décision de mettre fin à l'omerta qui nous avait été imposée par les chefs militaires et politiques. Nous décidons par la présente communication de faire notre autocritique et de dire la vérité au peuple congolais et à la communauté internationale sur les crimes commis par nous sous instruction des politiques aujourd'hui encore au pouvoir. Par la même occasion, nous demandons pardon au peuple congolais pour toutes les violences dont il a été victime par notre fait. En le faisant, nous venons dire la vérité au peuple congolais, à la communauté internationale, à la justice de notre pays, sur tout ce qui s'est passé pendant les guerres civiles. Le collectif n'oublie pas les politiciens et il s'adresse à eux en ces termes.
Nous adressons aussi cette vérité aux députés, aux sénateurs et aux dirigeants congolais de tous les partis politiques ainsi qu'à ceux de la société civile, afin que tous sachent que des Congolais de tous les âges et de tous les sexes avaient été assassinés par nous sur instruction des plus hautes personnalités de la République. Que par la volonté de ceux qui étaient au pouvoir et qui sont encore, nous avons ouvert les frontières nationales à des contingents des armées étrangères sans avoir obtenu l'accord des institutions nationales habilitées, uniquement pour tuer nos compatriotes. Que des mercenaires de plusieurs pays, dont Rwanda, Tchadien et Zaïrois, se sont associés à nous pour la même sale besogne. Que par de tels comportements, des militaires, des gendarmes et des policiers sont devenus complices et comptables des crimes sur des citoyens congolais dont le seul motif était l'appartenance à des tribus ou des régions différentes de celles ou de ceux qui nous donnaient les ordres. Que ces exécutions sommaires avaient été sciemment commanditées, programmées et planifiées sur ordre des personnalités politiques et militaires. Devant tous ces crimes abominables qui troublent encore gravement notre conscience, il n'est plus permis pour nous militaires de nous taire. Nous mettons à plat cette omerta imposée par des commanditaires voulant protéger une honorabilité rouge du sang des innocents. Le collectif ajoute encore: nous ne voulons plus de cette qualité repoussante et profondément tribaliste de dirigeant de la nature de ce chef qui, dans un discours à Radio Liberté, nous ordonnait de tuer, de violer les femmes et de piller tous les biens des Bas-Congo. Ces responsables avaient été largement obéis. Le collectif des militaires, gendarmes et policiers ayant travaillé dans le sang par décision du clan Sassou ne s'arrête pas au passé. Il pointe aussi le présent et l'avenir, notamment lorsqu'il souligne, en conclusion, par cette autocritique aussi, nous invitons les militaires, les gendarmes et les policiers à se réveiller et à se mettre réellement aux côtés du peuple, dont nous devons protéger la vie, les droits et les biens. L'armée, certes, ne fait pas de politique, mais elle peut sauver la démocratie grâce aux moyens constitutionnels, humains et matériels mis à notre disposition par notre peuple. Nous devons, dès maintenant, comprendre que nul n'a le droit de tourner son âme contre les populations comme cela est devenu récurrent depuis plusieurs décennies du fait de notre dévotion à des politiques. Sous le fondement des ordres de M. Sassou, des villages entiers avaient été détruits et leurs habitants, pour la majorité des paysans en âge avancé, des femmes et des enfants, avaient été décimés. Dans la région du Poul, par exemple, des villages avaient été rayés de la carte de la région, donc de la République. Où donc précisément ces officiers et sous-officiers, militaires, gendarmes, policiers, ont-ils servi? Ils le précisent dans leurs documents témoignages. Nous sommes un collectif de militaires, gendarmes, policiers en activité pour les uns et à la retraite pour les autres. Certains d'entre nous ont un point commun. Ils appartenaient à des formations de la force publique et ont été de 1999 à 2000 en opération dans les quartiers de la capitale. Certains autres ont été dans les régions sud et nord, au Wando, du pays pendant la guerre du 5 juin 1997 et de celle du 18 décembre 1998. Plusieurs d'entre nous avaient été positionnés en avril et mai 1999 au port fluvial de Brazzaville pour la réception de nos compatriotes autrefois exilés en RDC et dans le couloir humanitaire. Des années auparavant, plusieurs collègues avaient déjà pris part à d'autres opérations politico-militaires dans la région de la Cuvette centrale,
notamment lors de l'anéantissement du maquis du capitaine Angapierre. En 1993, nous étions sous d'autres chefs dans les quartiers de Mfilou et Abakongo lors du blocus de ce quartier par le président Lussuba. En 1997, quelques-uns d'entre nous étaient aussi présents auprès du candidat sortant Sassou Nguesso Rwanda dans l'affaire de Tupoy. De tels parcours auraient pu leur permettre à ces officiers et sous-officiers d'en être fiers, comme ils le soulignent eux-mêmes dans les termes suivants. En d'autres temps et pour des militaires, un tel palmarès aurait été qualifié d'excellent. Nous serions heureux et fiers des promotions et des avantages divers acquis. Mais après une révision de conscience, nous nous rendons compte que nous n'étions rien d'autre que des mercenaires au service des politiques. Toutes les campagnes ci-dessus citées n'étaient que des missions politico-militaires, permettant à une fraction de la classe politique d'écraser une autre avec ses militants et ensuite prendre le pouvoir. Partout où ils se sont produits, ces officiers et sous-officiers ont noté des situations qu'ils tiennent à dénoncer dans des termes non équivoques. Alors, le collectif se met à donner des précisions effarantes, concrètes, sur les crimes monstrueux de masse commis par eux sur ordre des politiques et chefs militaires. On lit. En 1998, pendant les opérations dans la région du Poul, les ninjas de Ntumi et de Kolola que nous étions censés anéantir étaient comme informés de notre progression. Nous arrivions toujours dans leur campement lorsqu'ils avaient quitté. Ils nous prenaient de travail comme s'ils connaissaient notre évolution. Dans les régions de la Bwenza, du Nyari et de la Lekumu, les résidus des milices du pouvoir déchu se livraient à des petites attaques sporadiques pour couvrir leurs fuites. À défaut d'eux, nous nous acharnons sur des civils sans armes et sans vocation combative. Nos chefs respectifs et le haut commandement recevaient rapport des actions menées contre les populations civiles. Des personnalités politiques au niveau le plus élevé étaient informées de toutes les actions menées par nous sur les terrains de combat. Ce que soulignent ces militaires dans leurs documents témoignages est attesté par exemple par ce qui s'est passé en 1999 à Dolisie, peu avant la signature des accords de cessation des hostilités. En effet, à cette occasion de conclusion de l'accord de paix, une équipe de militaires envoyée par Sassou se rend à Dolisie pour négocier avec des militaires partisans de Lussuba et recrutés dans les forêts environnantes. Il y a 3 journées de négociation. Un accord est conclu. Le 4e jour, 4 officiers proches du président Lussuba sortent donc de leur lieu de refuge pour paraffer l'accord avec leurs homologues dépêchés par Sassou. Le colonel Bibalou du Congo dirige la délégation de ces officiers Nibolek. Et celui qui paraffe l'accord alors que les officiers Nibolek se retournent pour rejoindre leur refuge et annoncer la signature de l'accord, ils sont tous les 4 abattus froidement de dos par cette équipe envoyée par Sassou, qui était donc venu là non pour négocier la paix, mais uniquement pour tuer. Ce n'est pas tout. Dans la délégation envoyée par Sassou se trouvait un sous-officier originaire du Poul, connaisseur des lieux, et placé dans la délégation comme éclaireur. Après l'exécution des 4 officiers lussubistes, le sous-officier du Poul a été lui aussi abattu par les autres membres de la délégation. Motif pour faire disparaître un témoin gênant. On comprend alors aisément ce que relatent les officiers et sous-officiers membres du collectif qui précisent encore. Pris dans l'engrenage des haines contre les autres et de la sauvegarde du pouvoir de la tribu, nous étions convaincus que la nation réduite, d'ailleurs au pouvoir et à la région, était en danger. Il fallait cesser de penser
et donc continuer à tuer tous ceux d'ailleurs qui nous étaient indiqués comme des ennemis opposés à un pouvoir que nous considérons selon les origines des chefs successifs comme étant celui de notre région. Pire encore, le document souligne avec effroi le comportement abject des éclaireurs du pool convertis à la trahison de leurs propres parents. Il est ainsi indiqué, plus grave encore, sur le terrain, et compte tenu de cette culture de la haine professée par nos chefs, nous ne faisons aucune différence entre des miliciens armés que nous étions censés anéantir et les populations civiles que nous devions pourtant protéger. Chaque originaire d'une région autre que la nôtre constitue une cible potentielle que nous devons abattre sans discernement. Ironie du sort, la décadence morale et civique au niveau des gens du pool faisait que certaines écuries étaient constituées des Bakongo spécialement. Ceux-ci proposaient leurs services moyennant rétribution financière ou matérielle. Ils acceptaient de nous servir d'éclaireurs pour localiser et traquer leurs propres parents qui se cachaient dans des villages dont nous ne connaissons pas les accès. Ces méprisables individus étaient heureux de donner la mort à des villageois sans armes et dont ils savaient qu'ils n'étaient pas impliqués dans des actions de guerre, mais qu'ils avaient fui Brazzaville pour se protéger. Certaines des personnes que ces vendus tuaient étaient connues d'eux. C'étaient des gens qu'ils connaissaient dans les quartiers et dont ils voulaient se venger, soit par jalousie, pour le rang social des parents, soit pour des faits mineurs. Des précisions d'une gravité inouïe sont encore fournies s'agissant des crimes commis au domaine présidentiel, le collectif déclare. Après avoir assassiné nos compatriotes sous instruction de notre hiérarchie, nous avions ordre de détruire leurs cadavres pour dissiper toutes les preuves qui pouvaient compromettre nos chefs hiérarchiques et surtout les personnalités politiques. Des brasiers avaient été allumés par nous au sein du domaine présidentiel, qui est la résidence officielle actuellement de M. Sassou. Nous y avons incinéré les cadavres de nos concitoyens. Cela ne faisait pas l'unanimité des officiers, mais la décision de notre hiérarchie était irrévocable. Les cadavres en décomposition avancée étaient tellement nombreux que leur odeur envahissait toute la zone de la présidence et tout le quartier plateau. Des fonctionnaires de la présidence et des citoyens de la zone s'interrogeaient sur l'origine de ces odeurs. Certains fonctionnaires et travailleurs quittaient leur bureau prématurément. Pour mettre fin à cette situation qui suscitait de nombreuses interrogations dans l'opinion, il fallait brûler ces cadavres au plus vite. Et nous l'avons fait à plusieurs reprises. Le tableau de l'abominable et de l'effroyable ne s'arrête pas là. On essaie, si on peut, dire que ce qui suit est encore plus cynique que les précédents actes. Continuons à parcourir le document. Au début, nous incinérons les cadavres du jour, mais des colonnes de fumée qui s'élevaient depuis la présidence attiraient encore plus l'attention dans la zone du palais. Alors, la décision était prise par les chefs de les incinérer de nuit. Malheureusement, certains corps que nous jetions dans les brasiers étaient encore en vie. Ils étaient blessés dans le coma ou tout simplement terrassés par la faim et la soif. Il fallait les brûler tout de même. En contact avec les flammes, ceux qui respiraient encore poussaient de grands cris qui nous revenaient. La relation des faits, aussi horrible, ressort encore des énoncés qui suivent tels que répertoriés dans le document. Nous avions des punais, de l'essence, du bois et des produits chimiques pour tout calciner et rapidement. Des Européens, des Tchadiens,
et des Rwandais nous assistaient. L'objectif était d'effacer toutes les traces. Mais cet objectif ne pouvait être atteint, car il y avait des cadavres partout, surtout à partir du mois de mai 1999, lorsque nous commencions à recevoir nos compatriotes en provenance de la RDC. La suite du témoignage du collectif des militaires, gendarmes et policiers est encore plus poignant. Découvrons-la. Ensemble, on lit. La presse parlait de 350 personnes disparues. Mais il y en avait beaucoup plus. Rien qu'au bas du domaine présidentiel, chaque jour, on tuait plusieurs fois par peloton successif. Il nous arrivait de tuer en commençant le matin vers 11 h jusqu'à 22 h. Sans compter ceux qui étaient enlevés directement par les écuries après leur débarquement par le HCR au beach. Tout le monde savait car les tirs étaient entendus par tous. Même les militaires qui gardaient la résidence de l'ambassadeur de France venaient voir ce qui s'est passé au bas du domaine présidentiel. Les berges du fleuve servaient aussi de lieu d'exécution. Derrière le magasin Score, à côté même de l'un des domiciles du ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Auba, les tueries étaient fréquentes. Ces opérations étaient menées à un rythme constant pendant environ 2 mois. Disons jusqu'au moment où nous avions appris que le HCR et RFI parlaient des enlèvements, les enlèvements au beach. A-t-on alors cessé de tuer? Le document témoignage nous apprend que non, car les massacres ont continué. À partir de ce moment, dit le document, les exécutions se faisaient dans la périphérie de la ville, principalement à Itatolo vers le pont du Djoué ou à Wenzi, Manzanza. Pendant plus de 2 mois, cela faisait beaucoup et il était inutile de compter, car depuis le beach et les berges du fleuve, on comprend tout ce que nous exécutions sur place était directement poussé dans les eaux du fleuve. Des centaines d'autres étaient exécutés au pont du Djoué par plusieurs formations et écuries. Les individus placés le long des ponts étaient criblés de balles, leurs corps tombaient directement dans les eaux du Djoué, qui les emportaient directement dans le fleuve Congo. Les officiers et sous-officiers citent alors quelques noms parmi les bourreaux de cette époque et font état d'autres types de pratiques nazies. Cette pratique inaugurée par des officiers de la police est avec à la manœuvre les colonels Boyika et Maouma et Zobi Basile et le commandant Bakwa Grongando évitaient de transporter des cadavres à travers la ville. Un certain commandant Vital alias Bakana, spécialement bombardé, responsable du commissariat de police pour son mépris vis-à-vis des originaires du Poul, région dont il est originaire, et pour sa cupidité et sa cruauté, avait réussi à suivre la majorité des exécutions. Il raconte aujourd'hui encore ce qui s'est passé. On lit encore. Dans tous les bâtiments de l'allée qui longe le fleuve à partir de l'hôtel de police jusqu'à l'ancien restaurant de la flottille au bas du domaine présidentiel, des individus y avaient été enfermés. Plusieurs d'entre eux mouraient de faim, de maladie et de leurs blessures. À certains jours, nous passions avec des gros camions ou des brouettes pour ramasser des cadavres de ceux qui étaient morts dans ces cellules improvisées. Même au moment où les accords de paix étaient signés en décembre 1999, il y avait encore des personnes gardées. Certaines y sont restées jusqu'au mois de janvier 2000. Mais
les sortir pour les libérer faisait courir le risque de faire dévoiler toutes les procédures que nous y employons. En définitive, courant janvier 2000, nous avions eu l'ordre de les exécuter tous. Certains étaient dans un état physique lamentable, que nous les tuions couchés, car ils n'avaient plus la force de se mettre debout. On avait pensé qu'on avait vu pire avec les nazis. Mais ce que révèlent les témoignages de ces militaires repentis nous paraît d'une toute autre nature. Il est souligné dans le document témoignage les faits suivants. Sous prétexte d'interrogatoire, se cachaient des exécutions sommaires. Il faut aussi reconnaître que le siège du groupement de la garde républicaine était comme un dépôt. Les autres formations de la force publique, sauf la gendarmerie, allaient y prendre des gens pour officiellement les interroger. Mais ces personnes ne revenaient jamais et ne regagnaient jamais leur famille. Il faut ajouter à tous ces morts ceux enlevés de leur domicile dans les quartiers, eux que souvent nous allions exécuter, car ils avaient été dénoncés par les gens du quartier comme étant contre le Sassou Nguesso. On lit encore, toutes les personnes tuées au bas du domaine présidentiel l'étaient selon une procédure qui avait caractère conventionnel. Nous avions des pelotons d'exécution constitués et dirigés par des officiers qui donnaient même le coup de grâce. Il y a des cadavres qui étaient précipitamment enterrés au sein du domaine présidentiel, surtout ceux qui étaient en décomposition très avancée. On ne pouvait plus les déplacer, car les chairs tombaient en lambeaux. On les faisait enfouir dans des sillons de fleurs. Ils y sont encore jusqu'à présent. Encore, prenons connaissance de ces souvenirs macabres. À l'époque, il y a eu au palais une grande paillote sur les poutres de laquelle nous pendions certains individus. Pendre des gens et assister à leur dernier spasme faisait plaisir à des soldats qui les injuriaient et les maudissaient, même morts. La culture de la haine contre ceux d'autres régions était tellement ancrée dans l'esprit de certains d'entre nous que tuer ces autres était devenu un sport très prisé. Dans les quartiers sud de Brazzaville et à 2 reprises, des citoyens pris de force dans ce qu'on appelait sites pour ramasser à main nue des cadavres en décomposition très avancée étaient à leur tour supprimés pour éviter de leur part des témoignages compromettants pour les hommes au pouvoir. Le document souligne encore, après une période d'accalmie mi-99, lorsque le pouvoir avait décidé que les populations pouvaient répartir dans leurs quartiers et leurs maisons, des éléments armés de Ntoumi sont rentrés de nouveau dans ces quartiers. Les militaires et les cobras envoyés pour combattre ces nouveaux assaillants n'avaient pas la volonté et le temps de faire la différence entre les populations et les assaillants. Ils tiraient alors sur tout ce qui bougeait, tuant ainsi de nombreux innocents. Nous étions alors témoins de plusieurs scènes tragiques. Des blessés graves avaient été secourus par des militaires compatissants. Un jeune soldat avait même reconnu dans un tas de cadavres celui d'un certain Lukoki Kopa, un ancien des Diables Rouges. Il pleurait en criant « Tonton, tonton !» comme s'il voulait le ressusciter. C'était un ami à son père. Ce jeune militaire était tellement sonné qu'il pleurait partout. Cela avait produit un choc dans la conscience de certains d'entre nous. Un déclic était intervenu.
nous ramenons vers une réalité catastrophique de notre présence en ces lieux et de notre mission. Il est encore précisé dans ce document témoignage. Partout dans les villages du Poul et du Niari, des gens avaient été tués en masse. Mais dans le Poul, plus que partout ailleurs, des villages du Poul étaient détruits et les habitants sans distinction d'âge et de sexe étaient tués. À toutes les sorties de couloirs humanitaires, des gens avaient été tués, souvent sans raison. Des cadavres étaient abandonnés par nous, souvent de nuit, sous la cour de la mort du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. À un moment donné, tuer était devenu un sport, et chacun de nos combattants marquait le cross de son âme du nombre de personnes qu'il venait de tuer avec ce fusil. D'autres encore collectionnaient les parties humaines qu'ils présentaient avec plaisir ensuite dans les quartiers comme signe de bravoure et de victoire sur les populations du Sud. Des parties humaines étaient accrochées aux carrosseries de voitures, comme des mains sectionnées ou des parties génitales. Ces véhicules parcouraient des rues, des quartiers populaires pour montrer des têtes et des bras et des mains accrochées sur les carrosseries. Dieu a voulu que certaines personnes arrêtées bien que passer devant le peloton d'exécution ne meurent pas pour qu'elles témoignent un jour. C'est ainsi que d'autres citoyens, bien que passés au peloton d'exécution, n'avaient pas été atteints mortellement. Ils avaient aussi échappé au coup de grâce. Ils se trouvaient sous les cadavres des autres. Malgré leurs graves blessures, ils réussissaient à s'extirper des corps de leurs infortunés camarades pour ramper jusqu'aux abords des quartiers Bakongo glaciaires où ils avaient été secourus. Mais il importe de souligner avec force que tous les officiers du Nord n'avaient pas été contaminés par cette idéologie de la haine ethnique. Certains avaient encore le sens de l'honneur, le respect de l'humain et surtout la conscience professionnelle. Chevillés au corps, ce fut entre autres le cas de ce qui suit, tel que relaté dans le document témoignage. Voici plus impressionnant le 8 mai 1999, 125 personnes arrêtées au beach et conservées au siège de la gendarmerie en vue d'être exécutées le lendemain le 9 mai 1999. Étaient sauvées grâce à la présence inopinée d'un officier supérieur extérieur à ce corps, bravant des éléments armés et en tenue venus pour récupérer ces personnes, pour aller les assassiner vers la route de la Nationale 2. Cet officier avait convaincu le lieutenant de gendarmerie de service de se référer à son chef supérieur avant de le laisser partir ces gens, car soutenait-il, les principes de droit et de déontologie disaient que tout individu se trouvant dans les locaux de la gendarmerie, quel que soit le motif, relevait de l'autorité de ce corps. Le commandant de la gendarmerie, le colonel OCT, Valence informé, refusait de livrer ses 125 citoyens au groupement de la garde républicaine, d'où ils auraient été tués. Après 2 jours de dures discussions avec le commandement de la garde présidentielle, le colonel OCT les libérait tous, sans se référer à notre avis. Nous qui avons été envoyés là-bas pour les récupérer. C'est certainement pour cette raison que cet officier n'ait plus jamais été promu. Il est sorti de la gendarmerie sans avoir été nommé général. En fait, le scénario était conçu comme suit. Une fois ces 125 jeunes gens dans les bras de la garde présidentielle, on allait les présenter comme des ninjas de Ntumi tombés pendant l'attaque par eux de l'académie. Et c'est à cette occasion que le fils du ministre Pierre Oba a été exécuté dans cette zone. Non par des miliciens de Ntumi comme cela avait été présenté officiellement, mais bel et bien par les militaires proches de Sassou, au Kemba Ndengue. Ces derniers ont voulu par là atteindre Pierre Oba dans l'ascension fulgurante, n'était pas de leur goût du fait qu'ils n'auraient pas pris part sur le terrain aux actions de la guerre. L'attitude et la décision salvatrice du colonel Valence OCT ont fait échouer l'ignoble manœuvre. Au total, l'extermination des populations du Niari et du Poul à travers de l'affaire du Beach
est une opération de crime contre l'humanité, conçue, montée et contrôlée principalement par un comité de 4 militaires et policiers Mboshi, Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Hilaire Moko, Jean-François Ndenge. De nombreux cadavres civils et militaires ont par la suite exécuté les ordres de ce comité transmis par l'un de ses membres, particulièrement Sassou Okemba Ndenge. Or, ceux-là n'aiment pas les bavards de ces exploits, ni ceux qui se plaignent de la quantité de miettes qu'ils veulent bien leur donner en espèces ou en titres. C'est pourquoi, dans l'affaire du beach, Sassou a imposé une omerta à tous. Ceux qui violent cette sainte règle quittent ce monde de façon foudroyante, quelle que soit la position qu'ils aient tenue dans son système. C'est la raison de l'hécatombe dans les rangs de tous qui ont aidé Sassou à reconquérir le pouvoir, par le feu, le sang, la ruse, l'intelligence et même l'honnêteté. Mais chez certains, des exécutants des ordres du clan Sassou, des remords surtout après le procès de Brazzaville de 2005. Et au vu de la situation désespérée de ces partis civils, avaient commencé à prendre le dessus. Le cas du général Adoua est plus net. Le document témoignage souligne le général Adoua Blaise, le directeur de la sécurité présidentielle lui-même, était souvent débordé, au point où ce qu'il faisait le choquait. Il ordonnait de laisser vivantes les personnes arrêtées. Mais nous étions comme drogués par la haine des Bakongo. Et dès que le général tournait le dos, on exécutait tous ces Bakongo. Il arrivait au général de manifester de la tristesse. Il exprimait encore vers la fin de sa vie à certains de ceux qui lui rendaient visite. Un jour, il est allé jusqu'à féliciter les parents des victimes du beach qui avaient fait connaître la mort de leurs enfants. Il regrettait ouvertement ce que lui avait fait faire. Lui-même et plusieurs autres officiers avaient des épouses originaires du Poul. Là se trouvent les raisons de son empoisonnement. Le document témoignage dit à ce propos: le 14 avril 2013, les autorités congolaises annonçaient la mort du général Adoua Blaise au Maroc. Hasard des dates ou signe divin, ce qui est certain, c'est que le principal exécutant des décisions du général Sassou tendant à l'exécution des populations des régions du sud du Congo est mort à la même date de la signature de l'accord tripartite du ACR, Kinshasa et Brazzaville, sous le retour sous l'égide de l'ONU de réfugiés brazzavillois en exil en République démocratique du Congo. Alors que les parents et amis de ce fidèle des fidèles s'attendaient à un deuil grandiose du côté du clan Sassou, le corps d'un héros de la guerre du 5 juillet 1997 arrivait au Congo dans un climat de tension qui exprimait la peur du côté pouvoir. Le président congolais, la peur au ventre, avait fait déployer les armes les plus meurtrières dont il venait de doter son armée. Toutes les places fortes de la capitale étaient sous haute surveillance. Des rumeurs attribuaient la mort du général Adoua Blaise et celle de nombreux officiers et autres cobras à un programme d'empoisonnement mis en place par le président congolais via les généraux Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndenge. C'est certainement pour cette raison que ces deux personnalités étaient absentes à toutes les cérémonies consacrées à la mémoire de celui qui l'histoire du Congo retiendra comme l'officier général le plus déterminé dans l'exécution des décisions de Sassou. Même à la cérémonie d'inhumation au village, Okemba, Jean-Dominique Ndenge, Jean-François, malgré l'insistance de la famille Adoua, étaient absents. Eux qui ne manquent jamais ce genre de cérémonie. À cette cérémonie, l'indifférence affichée par M. Sassou devant le corps de son exécutant renforce
le rumeur sur sa volonté de faire disparaître tout ce qui était mêlé au génocide des populations des régions du Sud, dont les massacres du beach de Brazzaville qui ne se soumettent pas à l'omerta. Le général Adoua n'était pas seul à vouloir se repentir, comme le prouvent ces passages du document témoignage. Des officiers généraux et supérieurs, décédés ayant pris part au massacre, voulaient changer, car le Congo de leur rêve n'était pas celui qui ont été amenés à mettre en place avec ces gens au pouvoir. Les montagnes de cadavres hantaient au quotidien leur mémoire et troublaient leur conscience de citoyens et d'officiers. Certains même avaient confié à des proches leur volonté de repentance. Ils voulaient parler pour dire la vérité au peuple, eux-mêmes contribuer à réparer le mal qu'on leur avait fait faire au peuple. Mais une certaine main noire est venue bloquer leur noble projet. Ainsi, le colonel Tati a été terrassé en plein cocktail de prise de commandement. Et le général Emmanuel Avoukou a cessé de vivre après un repas bien arrosé. Ces deux officiers collaborateurs directs du général Adoua détenaient tous les documents relatifs au traitement infligé aux personnes arrêtées au beach et dans d'autres zones. Ces documents comprenaient des listes, des rapports d'interrogatoire, le planning des exécutions, la composition des pelotons d'exécution ainsi que les lieux et les méthodes de destruction des corps et des preuves. Mais à l'approche des interrogatoires du juge de Paris et du procès de Brazzaville, tous ces documents étaient devenus introuvables. Pour le cas du général Adoua Blaise, et depuis son lit d'hôpital, sentant son heure proche, il avait demandé pardon à tous ceux qui portent le deuil par le fait des actions dirigées par lui. Plusieurs autres officiers et personnels de la force publique sont devenus des fervents croyants. Le colonel Ntsuru Marcel, lui, avait demandé pardon le 3 mars 2012 aux parents de toutes les victimes occasionnées par les troupes sous son commandement, le jour de son anniversaire et un jour avant les conflagrations de Mpila le 4 mars 2012. Aussi, le document dit encore, on comprend alors en partie pourquoi le colonel Ntsuru a été impliqué dans l'affaire du 4 mars 2012. Cela intègre le programme de disparition de ceux qui ont des choses à dire sur des expéditions criminelles de Sassou. Le blocus du quartier Bakongo et les massacres des populations de Bakongo, Mfilou et Diata en 1993, les massacres dans le maquis de Ikonongo, la guerre du 5 juin 1997, celle du 18 décembre 1998, ainsi que le massacre du Beach en 1999, ont provoqué la mort de milliers et des milliers de Congolais tués par nous, militaires pour élever des hommes politiques, particulièrement Sassou Nguesso. Y a-t-il eu au total 30 000 victimes, 40 000, 50 000 ou plus? On ne le saura peut-être jamais. Pour la suite, il convient de reprendre in extenso les conclusions du document témoignage. Pour tous les militaires, gendarmes et policiers impliqués et qui liront ce document, qu'ils intériorisent son contenu pour que, dans le silence de nos maisons, chacun puisse faire sa révision de conscience. Car, quelle que soit la mission, il y a toujours le libre arbitrage, donc une responsabilité individuelle au final. Étions-nous obligés de tuer ceux qui n'étaient pas armés parce que Tchèques, Nibolek, Nordiques ou Katangais? Car nous ne devrons plus jamais accepter d'être mobilisés pour aller tuer nos compatriotes, afin de perpétuer le bonheur d'un gourou et de ses proches politiques, militaires et biologiques. Finalement, nous disons, depuis l'avènement de notre pays à la souveraineté internationale, l'armée s'est illustrée dans des opérations politico-militaires, bien souvent au détriment de nos populations. Nous nous comportions à ces occasions diverses, exactement comme des mercenaires évoluant en terre étrangère, envahis par des ennemis. Alors qu'en août 1963,
nos aînés, les colonels Munsaka et Mousabakani, avaient fait le choix d'être aux côtés de la population en rébellion avec le pouvoir de leurs parents, Youlou Philbert, laissant à l'armée et à la gendarmerie française dirigée par le colonel Jean le rôle de tueur des jeunes gens à la maison d'arrêt de Brazzaville. De même, nos aînés, les généraux Ngolo, Damas et Mokoko Jean-Marie avaient refusé en 1991-92 de mettre fin par la force des armes à la conférence nationale comme le leur demandait Sassou. Au lieu de cela, nous nous comportions dans nos villes et villages comme cette armée étrangère française, mais cette fois-ci à une échelle 10 000 fois supérieure, 10 000 fois plus cruelle, avec ses charniers, ses fosses communes, en Bazandunga, à Voka, à Luingui, ses brasiers, ses corps brûlés, ses cadavres jetés dans le fleuve ou ensevelis dans le sol du domaine présidentiel, ses villages rasés et brûlés, etc. Pour la majorité d'entre les chefs militaires et policiers, nos galons sont le fruit exclusivement de la fidélité à Sassou et en récompense de l'exécution aveugle et sans discernement des ordres criminels reçus de lui. La discipline librement consentie n'est pas connue de nous, officiers de la base au haut commandement. Plus un officier est obéissant, plus il est cruel. Plus il est cruel, mieux il est apprécié par le haut commandement et plus rapidement il acquiert de promotion et il est aussi mieux rémunéré par les ngiri qu'on met à sa disposition. C'est pourquoi, de nos jours, les généraux et colonels acquis au pouvoir ont un patrimoine qui dépasse tout entendement. Les plus belles constructions à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans leur village d'origine appartiennent, outre les politiques et les hommes d'affaires proches de Sassou, à ces généraux et colonels. C'est ici que nous devons citer le colonel Ntsuru quand il disait dans son interview donnée dans le journal congolais Le Nouveau Regard du 2 décembre 2013, Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais voulu assumer les actions sales, poussant toujours les cadres autour de lui à se salir les mains pour lui. Il donne toujours, dans ces cas, des ordres verbaux pour les nier dès qu'ils posent problème, liant ainsi ces cadres par des promotions illégales, des possibilités d'enrichissement complaisantes et une fidélité qu'ils réclament à tout prix, ou la subordination à travers des sectes telles les francs-maçons. Le colonel Ntsuru a poursuivi ainsi son interview. Ayant travaillé avec Sassou, je vous dirais par exemple que dans le cas de la guerre du Poul, qui a débuté le 29 août 1998 et pris fin en décembre 2002, et en ce qui me concerne, ce monsieur Sassou, pourtant, commandant en chef des forces armées congolaises, n'a jamais signé, ne fût-ce qu'une seule directive engageant les forces armées au combat. Puis le colonel Ntsuru cite un exemple en ces termes. En son temps, j'ai eu à le dire au chef d'état-major, Ndoulou. Je lui ai dit ceci, mais vous signez toujours les directives opérationnelles. Quelle est la base juridique de ces directives? Vous ne devez agir que sur la base des directives stratégiques du commandant en chef. Or, je constate que nous n'avons jamais eu une seule directive de ce genre. Ce qui signifie que demain, quand le problème de cette guerre sera posé au niveau de la nation, Sassou pourra dire, moi, je n'ai jamais engagé les forces armées dans la guerre. Montrez-moi un seul document signé de moi. Sur ce point, la conclusion du colonel Marcel Ntsuru est limpide lorsqu'il dit, voyez-vous, dans un engagement qui a duré 5 ans, qui a provoqué la mort des soldats, des miliciens, des populations civiles et autres, là où le commandant en chef devait plus qu'ailleurs engager sa responsabilité, il évite sciemment de le faire, et il en ainsi de beaucoup dans d'autres cas. Le colonel Ntsuru a oublié cependant un fait majeur, là où Sassou ne peut nier sa responsabilité d'origine bien établie. Son message à la nation du 31 décembre 1998, dans lequel il avait tendu un gros piège aux gens du Poul qui étaient réfugiés en RDC. Sans ce piège, il n'y aurait jamais eu de disparus du beach, car aucun réfugié ne serait rentré au pays par ces moyens mis en musique par l'accord Congo-HCR-RDC, qui les livrait pieds et mains liés à M. Sassou par notre intermédiaire, nous les bourreaux.
cause de notre comportement, le regard des millions de Congolais vis-à-vis de nos militaires a changé. Nous ne sommes plus acceptés comme des protecteurs. Des millions de familles en deuil et ruinées nous attribuent leur malheur. Elles ont perdu maison, bien, travail et santé. Devant des bilans aussi apocalyptiques, et quelles que soient les barrettes ou les étoiles sur nos épaules, il n'y a aucune gloire à se prévaloir d'avoir été militaire, gendarme ou policier en campagne dans ces zones du pays mises en flammes. Le document témoignage se termine ainsi. La vogue des hélicoptères de combat équipés de missiles à longue portée et de matériel fortement destructeur inauguré par le pouvoir précédent a fait école au niveau du pouvoir actuel. Malgré leur coût très élevé, notre armée vient d'être dotée d'une quantité d'engins qui dépasse les programmes locaux de notre armée. En plus de ce matériel volant, hautement performant et terriblement destructeur, il faut ajouter une multitude d'engins terrestres qui confirment tous l'entrée de notre armée dans les opérations de haute technologie militaire de grande envergure. Mais ces armes de nouvelle génération, malgré leur important coût d'entretien, resteront sous-utilisées. Un seul hélico équipé pourrait raser tout le quartier du plateau de 15 ans et celui de l'aéroport en 15 minutes d'action. Avons-nous des menaces extérieures pour de telles acquisitions ou c'est pour tuer en masse des populations rebelles? À la conférence nationale, il avait été révélé que l'assassinat crapuleux du cardinal Émile Bayena avait commencé au domicile même du général Sassou, après avoir été traîné au sol, attaché derrière un véhicule sur une longue distance. Sassou l'accusait d'avoir été la dernière personne à avoir eu des entretiens avec Marine Ngouabi et surtout d'avoir sûrement vu quelques éléments de l'équipe de tueurs de Ngouabi envoyés par Sassou. Pour toutes ces raisons, le document témoignage a été destiné à plusieurs personnalités, dont le nonce apostolique, le Vatican, l'Union africaine, les ambassadeurs de l'Union européenne et des USA, l'ONU et les autorités françaises. Chers amis, nous sommes à la fin de la 6e partie de notre document confidentiel et exclusif, excusez-moi. Nous allons continuer la 7e partie dans les prochaines émissions. Restez connectés sur la radio de la Voix du Peuple Libre sur www.lavoixdupeuplelibre.com www.lavoixdupeuplelibre.com. Merci.